S'il n'y a qu'une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est que c'est intéressant. Oui, bon quoi, j'essaie. On m'a dit qu'il fallait que je dynamise ma chaîne. Alors bon, je fais ce que je peux, hein. Voilà. Vous aimez le foot? C'est super. Moi non plus. Neymar, 220 millions d'euros. Kylian Mbappé, 180 millions d'euros. Deux énormes transferts qui en disent long sur l'économie de ce sport. Une évolution que nous allons essayer d'examiner et de vous expliquer en 2 coups de cuillère à peau. Beaucoup ont essayé, ils n'ont pas réussi. Comment se fait-il donc que nous soyons passés de 105 millions d'euros pour un Paul Pogba en 2016 à 220 millions d'euros pour un Neymar seulement un an plus tard? Plus ça rime. Il faut savoir qu'en 20 ans, les recettes des clubs européens ont été multipliées par 6. Par 6! Comment cela se fait-il? Eh bien, en l'occurrence, la chose vient essentiellement de la concurrence entre les différentes chaînes de télévision. Chaînes de télévision qui, évidemment, se disputent les droits de diffusion des différentes ligues footballistiques et proposer, pour les obtenir, toujours plus d'argent. Alors pour intensifier la concurrence et améliorer les offres que leur faisaient les différentes chaînes de télévision, les clubs vont commencer une course à l'armement, au recrutement de joueurs qui pèsent si vous préférez, comme Ronaldo, premier du nom. Ah bah lui, croyez-moi, il pèse le mec, hein. Ainsi, à la suite de l'arrêt Bosman de 95 sur la libre circulation des travailleurs en Europe, les clubs européens vont commencer à s'endetter pour acheter les meilleurs joueurs. Mais les déficits de ces clubs vont augmenter beaucoup plus vite que leurs recettes. C'est ainsi qu'à la fin des années 2000, le football européen est au bord de l'implosion financière. Il fallait donc impérativement empêcher cette implosion de se produire. Beaucoup ont essayé, ils n'ont pas réussi. Et c'est précisément pour empêcher cette implosion financière que l'UEFA, alors présidée par Michel Platini, avait mis en place en 2011 la règle du fair play financier. Pour faire simple, cette règle prévoyait que sur un cycle de 3 ans, un club ne pouvait afficher plus de 30 millions d'euros de déficit. Ce système s'est avéré relativement efficace et a permis un désendettement rapide des clubs européens. Ah bon? Et pourquoi ça? Eh bien pour une raison très simple, c'est que des sanctions ont été adoptées. Ils ont distribué des cartons, et pas que des cartons jaunes si vous me permettez la métaphore footballistique. Alors même si la règle du fair play financier a permis de désendetter effectivement les clubs européens, il n'empêche que ce sport reste évidemment extrêmement façonné par l'argent. Notez par exemple qu'entre 1985 et 1996, 24 clubs européens issus des championnats les moins riches étaient parvenus en demi-finale de Ligue des Champions. Depuis 2007, il n'y a que Lyon et Monaco qui aient réussi cet exploit. Beaucoup ont essayé, ils n'ont pas réussi. Bon courage pour le PSG d'ailleurs. Les autres demi-finalistes depuis 2007 étaient tous issus des 4 championnats les plus riches. Espagne, Allemagne, Italie, Angleterre. Alors évidemment, face à cela, il pourrait être tentant d'essayer de rétablir un semblant d'équité. Ah oui? Mais comment? Hein? Monsieur je sais tout là. Eh bien en instaurant des règles. Beaucoup ont essayé, ils n'ont pas réussi. Plusieurs règles ont justement été proposées. Par exemple, rehausser le quota de joueurs présents dans l'effectif devant être formés dans le club. Actuellement, il est seulement de 4 sur 25. C'est pas beaucoup. Notez que certains économistes continuent de penser que le football est une bulle financière qui risque tôt ou tard d'exploser. Une bulle qui repose sur la spéculation autour de la valeur future de certains jeunes joueurs. En témoigne notamment la différence de coût entre un Cristiano Ronaldo et un Kylian Mbappé. 112 millions d'euros pour le premier et 180 millions d'euros pour le second. Pourquoi ? Parce que le premier a 32 ans et le deuxième seulement 18 ans. C'est pas beaucoup. On peut ajouter à cela le fait que le foot, en Europe au moins, soit un marché complètement saturé. Oui, mais en Asie, c'est pas vrai. C'est justement pour ça que j'ai précisé en Europe. Et puis c'est un marché qui, comme les autres, est sensible à la conjoncture, aux conditions macroéconomiques. Notez par exemple que les recettes de billetterie touchées par les clubs grecs ont baissé de 72% entre 2010 et 2015. Et oui, la crise est passée par là. Alors même si le foot est devenu un sport de millionnaires, il n'empêche qu'il doit son succès au fait qu'il touche un très large public, et dans ce très large public, évidemment, de nombreux gens issus de milieux modestes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner, et puis pourquoi pas à la partager sur les réseaux sociaux du type Twitter, du type Facebook, du type même Discord. Et moi, sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien. Bye bye. Ooh yeah!